vous sur Sud Radio. Bonjour à toutes et à tous pour débattre et commenter l'actualité. Arnaud Benedetti, bonjour. Professeur à la Sorbonne, spécialiste en communication politique. Vous êtes également le rédacteur en chef de la revue Politique et Parlementaire. Toujours très intéressant, des entretiens et des articles très intéressants. Et notre dernier numéro sort bientôt. Ah, très bien. Une crise sanitaire, une crise sans fin, point d'interrogation. Ah bah, vous mettez un point d'interrogation. Ah oui. Le progrès est-il dangereux? C'est votre dernier livre qui est paru chez Humain Science. Virginie Leguet, chef adjoint au service politique de Paris Match. Bonjour Virginie. Bonjour. Paris Match avec une consacrée à Brigitte Macron et sa fille Tiffaine Dauzière qui s'exprime dans le journal. Ça vous fait rire, Régis de Castelnau? Oui, Ah bon? tout à fait. Vous avez... Non, ça me fait sourire. Ça me fait sourire, plutôt. Pourquoi? Effectivement, tu fais une dosière. Osière, il n'y a pas de particules. C'est moi qui ai dit Dauzière. Ah, j'en attribue à tout le monde. Vous voyez à quel point je suis démocrate. Hein. Donc, non, mais voilà, Brigitte Macron, oui, j'aime pas le First Lady, mais ce terme qui est importé des États-Unis. Mais bon, c'est une personne qui compte un petit peu, parce que, y compris par l'influence qu'elle peut peut-être avoir sur son mari, mais alors le reste de la famille, je pense que la pudeur républicaine devrait leur éviter d'être en permanence en train de prendre la parole. Voilà, je suis très méchant. Nous ne ferons pas le débat, mais je pense que si Paris Match l'a fait, Paris Match a le sens du scoop et des infos, c'est que ça doit marcher. Régis de Castelnau, donc vous êtes avocat, Vue du droit, c'est votre blog. De vos commentaires. Voilà, et membre de la rédaction de Front Populaire, qui n'a pas mis Brigitte Macron en une, ni sa fille, ni son fils, ni personne. Et puis avec nous également Jérôme Rivière, député européen du Rassemblement National. Bonjour, merci d'être avec nous. Faut-il un encadrement militaire pour les jeunes délinquants? C'est ce qu'a évoqué le ministre Dupond-Moretti, ministre de la Justice. On va en reparler. Jean Castex, dans notre sondage IFOP Sud Radio, pour Paris Match et Sud Radio, donc perd pas mal de points en popularité. Et puis Plan Blanc, on nous annonce une marée de malades. Sommes-nous prêts? On y revient dans un instant. Petit tour de table avec vos coups de cœur, vos coups de gueule. Et on va commencer avec Virginie. Bon, alors moi, c'est un coup de gueule, mais un agacement énorme. Qui dure déjà depuis quelques jours, parce que je crois que son livre est sorti la semaine dernière, qui concerne Alice Coffin, dont le livre paru chez Grasset s'appelle Le génie lesbien, et qui multiplie dans ce livre les déclarations toutes plus stupéfiantes, pour ne pas les qualifier autrement, les unes que les autres, dont celle-ci, par exemple, elle ne lit plus de livres écrits par les hommes, elle ne regarde plus de films réalisés par les hommes, elle n'écoute plus de musique composée par les hommes. Je rappelle qu'en 2018, elle avait déjà dit: ne pas avoir un mari, ça m'expose plutôt à ne pas être violée, à ne pas être tuée, à ne pas être tabassée, et cela évite que mes enfants le soient aussi. Bon, moi je veux bien qu'elle déteste les hommes, mais elle rend très peu service à la cause féministe qu'elle est censée incarner, parce qu'elle se présente comme une féministe. Et cette lutte, cette haine, ce côté manichéen me désole, parce que ça fait perdre du terrain et ça alimente tous ceux qui disent que les féministes sont insupportables, sectaires, manichéennes, excessives, et qu'on ne peut pas écouter ce qu'elles disent. Moi, quand je l'entends, je ne peux pas écouter ce qu'elle dit, et je le regrette, parce que je suis une femme et que je défends vraiment le combat des femmes. Oui, Arnaud, vous avez vu cette petite caricature cette semaine? On la voit face à deux djihadistes qui disent: nous c'est tout pareil, sauf que c'est les femmes. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a une exposition médiatique qui lui est accordée en même temps, qui fait qu'il y a une sorte de jeu. Alors peut-être, vous voulez réagir? Oui, Régis? je pense qu'il faut qu'on arrête de parler d'Alice Coffin. Si vous voulez, elle s'est mise en scène comme ça. Oui, elle ne c'est ça, représente pas grand-chose. Elle dit que des bêtises. Je vais Alors, il paraît que son livre est intéressant. Moi, je ne l'ai pas lu, mais j'ai rencontré un journaliste qui fait son boulot, qui l'a lu et qui m'a dit c'est un vrai programme qui on peut ne pas être d'accord, mais c'est structuré. C'est folklorique. Attendez, c'était comme Ferdinand Loeb, etc. Non, ce que je voudrais, parce que j'ai changé d'avis ce matin sur le coup de gueule. C'est que je trouve que le fait qu'elle ait été licenciée comme ça, vertement, sans aucune forme, par la Cato, l'Institut catholique à Paris. Moi, je trouve ça très désagréable, parce que c'était le fait de l'avoir embauché, parce qu'il fallait, vous comprenez, les cathos, il faut qu'ils soient LGBT aussi, il faut être progressiste, etc. Peut-être qu'ils étaient pas au courant à l'époque, hein.
attendez, si, puisque c'est pour ça, ils s'en sont expliqués, c'est pour ça qu'ils l'avaient embauché. Il paraît qu'elle faisait pas si mal son boulot, et je trouve que là, comme ça secoue un peu, cette mesure d'interdit professionnel, je la trouve très désagréable. Je prends pas la défense d'Alice Coffin, que je trouve personnellement tout le temps ridicule, hein, mais puis bon, je pense quand même que le mieux, ce serait peut-être que de la laisser vaticiner à ses bêtises, comme Pauline Hermange, je crois, qui a écrit un bouquin sur qui dit la même chose, qu'il faut tuer tous les hommes, etc., etc. Franchement, c'est pas très intéressant. Il y a des débats importants, y compris des débats qui concernent les femmes. Il y a tout ce qui se passe autour de l'avortement aujourd'hui, etc. Je trouve que monter en épingle Alice Coffin, c'est pas utile. En revanche, là où Virginie, je vous rejoins, c'est que bon, ça porte un peu préjudice. Mais oui. Ce genre de provoque à la cause féministe à laquelle j'imagine vous, messieurs, aujourd'hui adhérez tous. Arnaud Benedetti. Elle n'est pas féministe. Elle se présente comme féministe. Elle est sectaire. Elle mène un combat politique qui est totalement provocateur, en l'occurrence, et on retient ses provocations. Moi, j'ai pas lu son livre, donc je ne porterai pas de jugement sur son livre. Non. Je vois seulement juste quelques propos qui ses interviews. Je vois juste seulement ses déclarations et ses interviews. Elle incarne une aile radicale des écologistes aussi, il faut le dire quand même, hein, clairement. Oui, parce qu'elle est conseillère ELV à la mairie de Paris. Elle est conseillère verte à la mairie de Paris, donc elle pose un certain nombre de problèmes à Madame Hidalgo également, qui a des alliés qui sont pour le moins turbulents et parfois un peu gênants. En l'occurrence, ceci dit, je rejoins Régis de Castelnau, c'est-à-dire qu'il ne faut pas confondre la vie professionnelle et la liberté d'expression. Mais dans ce cas-là, on va tous beaucoup condamner le fait que Geoffroy Lejeune ait été viré à l'époque de LCI. Non, mais moi je suis totalement cohérent. Je suis totalement cohérent, justement. Je considère qu'en effet que la sortie de LCI de Geoffroy Lejeune, pareil, je veux dire, à mon avis, relève d'une erreur, en l'occurrence, de la part de LCI. Mais je trouve que pour Madame Coffin, c'est la même chose. Elle s'exprime, elle a le droit de s'exprimer. Moi, je partage pas du tout, bien évidemment, et même radicalement, je veux dire, ce qu'elle peut dire. Mais en l'occurrence, je ne pense pas que ça doit avoir une influence sur sa vie professionnelle, d'autant plus que elle a été embauchée en toute connaissance de cause. Elle fait très bien son job, dit-on, à l'Institut catholique. Qu'elle le faisait. Donc, je crois qu'il ne faut pas tomber dans l'intolérance qui est la sienne. Oui, voilà, mais la direction de l'Institut catholique donc a dit que sa nouvelle activité de militante irait à l'encontre des valeurs de l'université dénuée de militantisme. Donc voilà. Un mot peut-être. C'est très hypocrite. On est dans une période où effectivement il y a beaucoup d'intolérance, mais elle marche plus souvent. C'est quand même ce que je constate dans l'autre sens, c'est-à-dire que on a une très grande violence professionnelle pour des gens qui aujourd'hui se marquent comme étant du côté des populistes, des nationaux. Ouais. Et je pense que ce qui s'est passé avec Geoffroy Lejeune à LCI est tout à fait indigne et que je voulais le marquer. Mais bon, j'entends bien que vous trouvez que c'est la même chose. Je pense qu'effectivement, on a besoin de respecter la liberté d'expression des uns et des autres. Et Louis Dragnel. Exactement. Il y a eu aussi tollé politiquement correct. Alors, Arnaud Benedetti, vous, c'est un coup de gueule aussi. C'est un malaise. Surtout, je ne sais pas si vous avez vu cette séquence chez Yann Barthès de ce petit garçon qui souhaite changer d'identité sexuelle. Bon, pour moi, ça traduit deux choses. D'abord, ça traduit quand même une perte de repères. Je sais pas, un enfant n'est pas un adulte. C'est une personne en construction. Donc, prendre au pied de la lettre la parole d'un enfant, tout pédopsychiatre vous dira que c'est quand même quelque chose d'assez dangereux. Je me pose la question aussi du rôle des parents, c'est-à-dire de venir d'une certaine manière, et je ne trouve pas d'autre terme pour qualifier ça, d'exhiber son enfant qui vient exprimer le trouble sur son identité. Moi, c'est quelque chose que j'ai regardé avec, encore une fois, un profond malaise. Deuxième question, c'est quand même la responsabilité aussi, à un moment donné, d'un support médiatique de finalement mettre en scène ce type de problématique avec un enfant. Moi,
personnellement, je veux dire, ça me pose un vrai problème. Un enfant n'est pas un objet de foire. Il n'est pas quelqu'un qu'on peut exhiber avec ses problèmes et ses difficultés. Que sera cet enfant quand il aura 18 ans, quand il aura 20 ans, quand il aura 25 ans, quand il aura 30 ans, et qu'on lui remontera cette scène. Donc, je pense que ça peut aussi provoquer des dégâts chez l'enfant. Donc moi, ça m'a profondément, en tout cas, ça m'a profondément interloqué, c'est le moins qu'on puisse dire, et je trouve ça assez choquant, en effet. C'est-à-dire que c'est la manière, parce qu'il y a des reportages, quand c'est dans un reportage qu'il y a des choses qui sont expliquées, là c'est le plateau avec la mère qui dit « je suis très contente d'être là, je regarde l'émission, etc. » Il y avait quelque chose, moi je l'ai regardé au premier degré, et puis je dis, c'est une de mes amies qui m'a dit « moi j'ai une petite fille de 8 ans, un enfant de 8 ans ne parle pas comme ça, ne dit pas je suis mal dans mon corps et j'ai des idées suicidaires. » C'est dans le discours même de cette petite fille, enfin petit garçon, c'est vrai que ça interroge. Oui, et puis à son âge, je veux dire, c'est vraiment une manipulation, on le sent bien, autour d'un sujet qui est un sujet de société aujourd'hui, d'adultes. Vous avez des enfants qui, à son âge, ont envie de devenir des dinosaures, il y a des enfants qui ont envie de devenir toutes sortes de choses. C'est pas exactement pareil. Je pense que pour l'enfant, c'est la même chose. Je pense que c'est les adultes qui, derrière, viennent y plaquer un problème de société. Je suis convaincu. Moi, j'étais partagée parce que je me dis qu'il y a des enfants qui sont effectivement dans cette, les transgenres, ça existe. Il y a des gens qui naissent femmes dans un corps d'homme ou hommes dans un corps de femme. C'est pas une invention. Je ne dis pas que c'est une invention. Je dis que la façon dont c'est présenté, dont c'est exhibé, dont c'est utilisé, c'est par des adultes qui viennent aujourd'hui manipuler des enfants parce qu'ils ont un sujet, un enjeu de société. Et la théorie du genre aujourd'hui est un choix politique qui est clairement fait pour essayer de faire. Vous savez, il y a différents combats. La disparition des nations, la disparition des genres, c'est un combat politique. Et l'utilisation d'un enfant pour un combat politique me semble tout à fait inappropriée. Alors, Virginie, moi, je ne sais pas si Virginie voulait répondre. Je ne sais pas si cet enfant a été manipulé. Moi, j'avais cru comprendre, quand j'ai lu les déclarations de la mère, que l'enfant avait dit, moi, j'ai envie de mourir, je ne veux pas vivre cette vie-là. Bon, je ne sais pas si il ou elle est trop jeune pour avoir des idées suicidaires. Je vois bien la complaisance un peu de la mère à apparaître sur les plateaux et à montrer cet enfant. Mais je voulais revenir sur ce qu'a dit tout à l'heure Arnaud, sur la parole de l'enfant. La parole de l'enfant, elle est souvent prise de façon très sérieuse, et je pense notamment aux questions des divorces où les enfants disent, et notamment des abus sexuels. La parole de l'enfant est écoutée avec beaucoup d'attention. Donc pourquoi là, elle ne le serait pas écoutée non plus? Pourquoi dire qu'à 8 ans, il n'a pas exprimé il ou elle n'a pas exprimé un profond malaise? Parce que je crois qu'il a été vu par de nombreux psychologues. Là, j'avoue que je n'en sais rien. Mais la parole de l'enfant ne vaut pas énormément dans le cadre de difficultés familiales et pas du tout dans le cadre d'un malaise identitaire. Oui, alors... Un enfant est une personne en construction. Faudrait pas oublier que c'est une exhibition. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est une exhibition de foire. Et Virginie, quand vous parlez de la parole des enfants en matière d'abus sexuels, oui, je pensais à ça comme exemple. Attendez. J'attends. Elle ne se passe pas chez Yann Barthès. Elle se passe dans des salons dédiés, filmés, et c'est toujours, et il y a un mot que j'ai pas entendu là. Je suis d'accord. C'est le mot violence. La violence qui est faite à cet enfant. Peut-être que on l'a convaincu qu'il fallait, etc. Personne n'utilise ce mot. Ça me renvoie à quelque chose qui n'a pas grand-chose à voir, mais quand même. Lorsqu'on dit, mais écoutez, si je vois ma petite fille complètement, etc., comme on en voit, que le font certains musulmans, à 6, 7 ou 8 ans, c'est considéré comme une violence. Et là, moi, j'ai trouvé cette séquence extrêmement violente pour cet enfant. Mais c'est vrai. Et je pense qu'elle laissera des très lourdes cicatrices, que cette exhibition, parce qu'il faut voir les réactions qu'il y a eu derrière. Tout le monde a perdu son sang-froid. Non, la responsabilité de la mère est énorme, bien sûr, et la responsabilité de Barthès aussi. C'était une exhibition violente pour cet enfant. Nos auditeurs sont d'accord, une exhibition de foire, exhiber c'est bien le mot, il faudrait laisser à cet enfant mûrir son idée si c'est la sienne, dans la sérénité, et pas sur les plateaux de télé, la faute des parents, consomme et ferme, voilà, bon, je ne dirai pas la suite. Il ne faut pas le voir le mal partout. Mais alors, effectivement, il y a l'autre aspect qui permet de dire, il y a des parents qui sont confrontés à ça, il y a des enfants qui sont confrontés à cela, et ça permet de dire que oui, ça existe et qu'il faut
écouter la parole de ses enfants. Mais je pense que c'est l'émetteur pour parler. Ça se traite pas sur un plateau de télé. Ça peut se traiter dans l'intimité familiale. Ça se traite avec des psychologues, avec des médecins, dans une forme quand même d'intimité qui est aussi l'intimité familiale. Absolument. Ça me paraît non, mais vous avez raison. Important. Vous avez raison. Je pense que ça méritait. Même pour le bien-être de l'enfant et quel que soit son avenir, il me semble que c'est beaucoup plus sain que cette espèce d'exhibition, encore une fois. Ça méritait ce débat. Jérôme Rivière, vous, c'est un coup de cœur. Oui, j'avais envie de dire un coup de cœur. Voilà, en changeant un peu avec cette grisaille et ce moment. On a reçu cette semaine au Parlement européen, il existe un prix qui s'appelle le prix Sakharov qui est décerné chaque année à une personnalité. On a choisi avec notre groupe politique de présenter la candidature de Monseigneur Najib, qui est l'archevêque de Mossoul, qui a une action très forte avant d'être archevêque. Lorsqu'il était prêtre à Mossoul, il a permis de sauver, en les numérisant, des dizaines de milliers de manuscrits qui datent de l'ère du Christ ou quelques siècles après l'ère du Christ. Il est venu nous porter un message au Parlement particulièrement intéressant. Alors que Emmanuel Macron vient de parler du séparatisme islamiste, il nous a quand même dit qu'il était plus inquiet pour l'Europe que pour l'Irak, en nous racontant notamment qu'il avait un certain nombre donc il est archevêque chaldéen et qu'il y a une communauté qui a fui l'Irak, qui est venue s'installer notamment à Marseille, où un certain nombre de ces paroissiens sont retournés en Irak parce qu'ils croisaient à Marseille leurs anciens bourreaux. Une jeune femme, on en avait parlé, qui a été pendant 3 ans, qui a été achetée comme esclave par des djihadistes de Daesh, qui était violée, enfin c'était un objet sexuel qui a été violé pendant 3 ans. Quand elle a été libérée, elle est venue à Marseille et elle a recroisé dans les rues de Marseille son tortionnaire et son bourreau. Elle est allée au commissariat. Au commissariat, on dit on ne peut rien faire. Et donc elle est repartie en Irak, préférant une situation qui est quand même dangereuse encore aujourd'hui. Voilà. Mais c'était un beau message d'espoir de voir que derrière tout ça, derrière les atrocités qu'il a pu connaître, il continue à nous dire mais on peut y arriver, on doit y arriver, souvenez-vous de vos racines. Et c'était le message qu'il a porté, c'est que l'Europe avec ses racines est capable de redonner un bel arbre qui donnera de beaux fruits. Et c'est pas gênant de recevoir un archevêque dans l'enceinte du Parlement européen, puisque justement votre groupe s'est élevé contre les femmes voilées. On s'est élevé contre le prosélytisme de personnes qui ne sont pas des religieux. Moi, qu'un religieux de toute quelle soit la nature de sa religion vienne habillé avec les habits de sa religion ne me pose aucun problème. Ce qui est très différent, c'est le prosélytisme fait par des laïcs, par des gens. Si je venais ici avec une immense croix de croisée, ce serait du prosélytisme. Donc c'est très différent. Un religieux, et quelle que soit sa religion, ça ne me pose aucun problème qu'il vienne dans un espace du Parlement européen, de l'Assemblée nationale. Une réaction ? Non. Oui, ce qui est triste, c'est que quand même les communautés chrétiennes d'Orient disparaissent de leurs terres année après année. Ça, c'est une réalité historique. Oui, mais la France, comme auparavant, les communautés juives. Oui, exactement. Absolument. Tout à fait. Et puis un coup de cœur pour le livre de Virginie Leguet. Ah, c'est trop gentil. Si, votre livre qui est sorti hier, Les Perdants Magnifiques, chez Talandier. Alors, il faut que je dise que c'est un livre collectif. Oui, c'est un titre... de Léonard Cohen. Enfin, Léonard Cohen avait publié un livre sous ce titre-là. Qui s'appelle The Beautiful Loser. Ouais. Mais c'est un livre qui raconte le destin d'hommes politiques qui étaient promis à un très grand avenir politique, mais qui ont raté la dernière marche, celle de l'Élysée. Et donc, il y a 10 portraits faits par 10 journalistes différents. Donc, je n'ai fait qu'un chapitre consacré à Alain Juppé. Voilà. Et alors, il y a qui dedans ? Mais non, on ne se moque pas, monsieur Régis. Mais non, pourquoi ? Je ne me moque pas du tout. Au contraire, je vais le lire. Ça m'intéresse beaucoup. Je suis modeste. Je dis simplement que ce n'est pas mon livre tout à fait. Virginie, nous sommes un collectif. Virginie, pourquoi est-ce que je souris une seconde ? Je termine aujourd'hui le mien qui sortira. Ah ben voilà, c'est bien. On comprend. Attendez, mais on me laisse jamais finir. C'est vrai, vous êtes brimé. Allez, l'opération promotion a commencé. J'ai un sous-titre de chapitre qui s'appelle Alain Juppé, l'homme qui ne comprenait rien. Voilà. C'est méchant. C'est méchant. Allez. Mais oui, je pense. Allez, on se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à midi et on commente l'actualité. L'actualité, c'est. Alors moi, j'avais un petit coup de gueule sur le nouveau titre de Johnny Hallyday, le nouveau dernier titre. Voilà, je pense que tous les 6 mois, on va nous ressortir. On a retrouvé un titre, etc.
il y a un gros business quand même autour de tout ça. C'est pas génial en plus, mais il y a toute une story, comme on dit, un storytelling, une histoire à côté, autour de ça, de la productrice qui a retrouvé dans un tiroir une chanson qui avait été oubliée. Donc je pense qu'on va retrouver pas mal des chansons oubliées. Mais il était bien distrait, cet homme-là, ça m'étonnerait, parce qu'un grand artiste comme ça qui a cette carrière-là, en général, ce qu'il fait, tout ça est très archivé. Voilà, le prix Nobel de la paix, sinon, a été décerné au Programme alimentaire mondial des Nations Unies. Ce n'est donc pas un individu. Nos auditeurs nous disent au moins ce n'est pas Trump qui l'a eu. Je ne sais pas s'il était en lice pour le prix. Il avait été présenté, il y avait des parlementaires qui avaient présenté sa candidature. Il avait présenté sa candidature. Des parlementaires, puisque les parlementaires peuvent présenter la candidature qu'ils veulent. Voilà, donc non, ce n'est pas du tout lui qui l'a eu, c'est donc ce programme alimentaire, ce qui est plutôt une bonne chose. Faut-il un encadrement militaire pour les jeunes délinquants? Éric Dupond-Moretti s'est dit hier favorable à cet encadrement militaire de certains mineurs. Mais j'ai pas eu mon coup de gueule, moi. Oh, c'est vrai, pardon. Ça voilà, on est avec Éric Dupond-Moretti, donc je sais que c'était votre coup de gueule. Allez-y. Alors, non, c'est pas un coup de gueule ni un coup de cœur. Je souris quand je vois l'affrontement entre Éric Dupond-Moretti et la magistrature. Alors, juste 2-3 observations. Une observation de principe, déjà, je trouve assez étonnant que les magistrats fassent des assemblées générales pour dire pouvoir séparé, séparation des pouvoirs, pour dire qu'ils ne veulent pas du ministre nommé par l'exécutif. Je trouve ça assez génial. Bon, ensuite, ce que je vois, c'est que Emmanuel Macron est dans une drôle de situation parce que il a décidé, avec Darmanin, qui fait du Karcher, comme Sarkozy, et avec Dupond-Moretti, de filer un peu vers la droite parce que aujourd'hui, il y a une énorme défiance vis-à-vis de la magistrature. Et là, il est mis en demeure. D'une certaine façon, on est au bord du blocage et je ne sais pas ce qu'il peut faire. Parce que si Dupont s'en va, c'est une défaite pour Macron. Et s'il reste, c'est blocage. Voilà, c'était simplement pour constater ça. Est-ce que le blocage ne va pas se débloquer? Parce que les magistrats ont souvent eu des mots assez durs vis-à-vis des précédents ministres. Et il y a souvent eu des situations de tension. Est-ce que cette situation-là ne va pas tout d'un coup s'améliorer? Je vois mal Éric Dupond-Moretti partir. Non, ça va être difficile qu'elle s'améliore parce qu'il y a quand même un gros problème qui s'est produit depuis le mois de juin avec les aveux de Madame Oulette sur la manipulation Fillon, avec si vous voulez, ces révélations qu'on a eues tout au long de l'été sur tout ça, avec le fait quand même, je rappelle une chose, c'est que 4 magistrats qui ont déposé devant la commission parlementaire sont accusés de parjure, tout simplement. Et il y a une transmission au parquet, ce qui fait que ce sont des hauts magistrats, c'est pas n'importe qui, c'est-à-dire c'est le sommet de la pyramide judiciaire. Il y a une situation de crise assez sérieuse et je pense que c'est pas prêt de se débloquer. Mais blocage, ça veut dire quoi concrètement ? C'est-à-dire que vous avez des mouvements quand même, il y a eu des mouvements déjà dans le passé, surtout contre Sarkozy, parce que lui, il suscitait toutes les haines possibles. Les petits pois sans saveur, il avait dit. Bon, je pense que ça peut, si vous voulez, des blocages, report d'audience, manifestations relativement fréquentes, etc., etc. Donc, c'est pas très très sain. Je pense que les magistrats devraient être plus prudents. Ils sont aujourd'hui un peu en accusation, l'histoire de squat, de MNA, de laxisme et puis de manipulation politique. Je pense que c'est une situation qui est très préoccupante à mon avis pour Macron. Oui. Et je pense qu'effectivement, ce sera compliqué pour Éric Dupond-Moretti de se maintenir depuis le début. D'ailleurs, on est convaincu au Rassemblement national que ce sera difficile parce que c'est un très mauvais casting. Alors d'abord, il a effectivement tout ce problème avec les magistrats, mais par ailleurs, c'est pas un homme politique et sa fibre, son être tout entier, c'est avocat défenseur de délinquants. Et il faut des avocats défenseurs de délinquants. Mais c'est très compliqué de devenir ensuite garde des Sceaux parce qu'aujourd'hui, on voit bien qu'il se met en scène. Il y a quelques précédents, mais c'était pas. Non, mais cet homme a vécu avec une intensité sa défense des délinquants très forte et ça l'honore comme j'ai pas de problème avec ça. Mais on ne peut pas se glisser du jour au lendemain après une longue carrière de cette façon-là dans le rôle de garde des Sceaux. Il ne peut pas être simplement ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire le ministre des délinquants. Et c'est vraiment le rôle qu'il a endossé. Il n'est pas le ministre des victimes aujourd'hui. Il n'est pas un véritable ministre de la Justice qui est capable d'incarner
la difficulté qu'ont nos citoyens avec l'immense montée de l'insécurité. Et la dissonance avec Darmanin, parce que je ne pense pas qu'ils sont du tout sur la même ligne, la dissonance avec Darmanin va être de plus en plus forte. Et pour Emmanuel Macron, il faudra bien qu'il réalise à un moment que c'est un très mauvais casting et que ça ne le droitise pas du tout. Au contraire, ça donne le sentiment aux Français qu'en fait, on est bienveillant avec les criminels, avec les délinquants, plutôt que de s'occuper d'abord des victimes. En même temps, Arnaud Benedetti. Je suis d'accord avec vous sur l'image de Dupond-Moretti, qui est d'abord un avocat qui a du talent, mais qui a quand même le mérite, me semble-t-il, de mettre le doigt sur un certain nombre de dysfonctionnements dans l'appareil judiciaire que l'on connaît. Et il faut aussi quand même prendre en compte, c'est que si les Françaises et les Français considèrent qu'en effet que les sanctions pénales sont très souvent insuffisantes concernant les délinquants, ils n'ont pas non plus confiance dans leur justice. C'est une réalité aussi. Et quand on voit les études d'opinion, on voit bien qu'il y a une défiance des Français qui est d'ailleurs très légitime quant au fonctionnement de l'autorité judiciaire. Alors après, est-ce que c'est un mauvais casting pour Emmanuel Macron? Moi, je crois qu'en effet, il y a quand même deux discours qui sont différents entre le discours de Darmanin et le discours de Dupond-Moretti. Mais moi, je pense que c'est totalement volontaire de la part d'Emmanuel Macron. C'est d'essayer de brasser large, tout simplement. C'est-à-dire d'envoyer des voyants qui sont des voyants de fermeté à une opinion publique plutôt à droite, et puis d'envoyer quelques signaux à gauche en montrant qu'on est quelque part ouvert et qu'on est progressiste. Donc, ça fait partie du logiciel d'Emmanuel Macron. Alors après, est-ce que c'est efficace? Ça, c'est une autre question. Et moi, je voulais simplement dire que l'enquête qui concernait ces magistrats a été initiée par Nicole Belloubet. C'est pas tout d'un coup Éric Dupond-Moretti qui est arrivé et qui a ouvert le dossier. Le dossier a été ouvert bien avant lui. Sur la table. Exactement. Et le premier rapport qui a été rendu était très sévère à l'encontre. C'est pour ça qu'Éric Dupond-Moretti l'a transmis. Et je pense que tout ça, dans le fond, est plutôt de l'affichage et que ça ne débouchera pas sur grand-chose, si j'ai bien compris la suite de l'opération. Les 10 magistrats, les 10 DITS, ne seront pas forcément punis comme on l'imagine. Ça va se régler tout ça à l'amiable et on n'entendra plus parler de rien. Donc pas de blocage selon vous? En tout cas, un affichage très pratique pour Emmanuel Macron, qui a du coup de jambes, de discours, et je demande à voir quel sera le bilan de l'action de l'un et de l'autre à la fin du quinquennat. Je suis pas sûre qu'il soit si spectaculaire que ça. On va continuer à parler d'Éric Dupond-Moretti, justement, avec cette proposition qui va plutôt, alors là c'est un petit peu à l'inverse de ce que vous disiez, Jérôme Rivière, qui va sur des mesures un petit peu plus dures à l'encontre des délinquants. Il a en plus réaffirmé sa volonté d'accélérer la procédure pour obtenir des décisions de justice plus rapidement. Je ne sais pas comment il va faire, parce que quand on voit les délais et les reports d'ailleurs dû au Covid, j'avais rappelé la semaine dernière le tweet d'une avocate qui disait que son dossier avait été reporté d'1 an dans le cadre de violences conjugales. Je ne sais pas comment on va faire pour juger des délinquants mineurs mis en cause. Je vous propose d'écouter ce qu'il disait, en tout cas à propos de l'encadrement militaire pour les jeunes délinquants. Ce n'est pas une idée neuve. Ségolène Royal, souvenez-vous-en, en avait parlé. Écoutez. Est-ce que vous allez encadrer militairement les mineurs délinquants? Alors, j'ai vu, pour ne rien vous cacher, il y a 2 jours, la ministre des Armées. Je souhaite qu'effectivement, il y ait un partenariat justice-armée pour certains mineurs, pour certains jeunes majeurs. Parce que je ne peux pas me résoudre à ce que des jeunes Français sifflent la Marseillaise, crachent sur notre drapeau. Mais je dis également que quand on regarde un gamin, issu de l'immigration en particulier, comme un Français, il devient un Français. Voilà. Donc on en a un petit peu parlé hier, c'était le coup de gueule de Christine Bouillot. L'armée sauveur de la nation, c'est un petit peu l'idée quand on est au pied du mur et qu'il n'y a pas d'autre idée. C'est une idée qui n'est pas nouvelle, vous l'avez rappelé, Ségolène Royal, on avait fait l'un de ses mantras de campagne en 2007. Moi je ne suis pas du tout convaincu par cette idée. Ce qu'il faut en l'occurrence, c'est que les sanctions soient appliquées, que peut-être on ait plus de places de prison quand il s'agit tout simplement aussi d'emprisonner, et ça manque. Et puis je ne suis pas sûr que ça soit à l'armée de faire l'éducation civique, en l'occurrence des jeunes Françaises et des jeunes Français. L'éducation civique, elle doit se faire dans le milieu qui est adéquat, qui est le milieu de l'éducation nationale. Sauf que c'était bien évidemment une matière qu'on a complètement laissée en déshérence. Donc je crois que c'est par essence la fausse bonne idée. Vous savez, on en appelle toujours à l'armée dès qu'on n'est pas capable de résoudre des difficultés. Alors il faut envoyer l'armée dans les quartiers, il faut encadrer, il faut
il faut encadrer les jeunes délinquants avec l'armée. C'est pas le rôle de l'armée. C'est pas le rôle de l'armée. Il faut aujourd'hui qu'on soit capable, c'est-à-dire que les autorités qui sont en charge de ce type de problème soient en mesure justement de les gérer. Ouais. C'est tout simple. Alors, c'est tout simple, mais c'est très compliqué. Ça vous plaît comme idée? Mais non, pas du tout. Éric Dupond-Moretti n'est pas naïf. C'est pas une fausse bonne idée. C'est un truc, un gimmick de communication. Il sait parfaitement. Il sait parfaitement que ce qu'on attend de lui, et vous le disiez à l'instant, c'est que les peines prononcées soient exécutées. Or en France, je parle bien de la peine prononcée, n'est jamais exécutée puisqu'il y a des réductions de peine automatiques. Et c'est pour ça que les Français n'ont plus confiance. Certaines sont exécutées. Non, la peine prononcée. Je parle des peines prononcées. Quand vous êtes condamné à 20 ans de prison, vous les faites, les 20 ans de prison. Non, jamais. Ah oui, d'accord, oui, je comprends ce que vous voulez dire. D'accord, pour la plupart des peines. D'accord. Donc les Français savent bien que quand ils entendent... Vous parlez des peines non exécutées qui sont de l'ordre de 80 000. Il y a des peines non exécutées, mais en plus, quand vous êtes condamné à quelque chose, vous savez que vous n'exécuterez jamais la peine pour laquelle vous avez été condamné. Et c'est ça que les Français ne supportent plus. On leur dit, monsieur ou madame Untel a été condamné à 20 ans de prison, ils savent parfaitement qu'entre 7 et 10 ans plus tard, il sera relâché. Et ça, Éric Dupond-Moretti, il ne veut pas le changer. Et donc, comme il ne veut pas le changer, comme il ne sait pas comment résoudre ce problème, comme il a d'abord à cœur de protéger les délinquants, aujourd'hui il dit, je passe la balle au ministre de la Défense, voilà, et c'est ministre des Armées, et c'est madame Parly qui prendrait un éventuel échec. C'est de la com. Valérie. Parce qu'il ne veut pas réagir. Alors l'avocat va répondre. Je voudrais répondre à ce que je viens d'entendre. Non, Dupond-Moretti, il a été nommé garde des Sceaux et il essaye de faire sincèrement son boulot de garde des Sceaux. C'est quelqu'un que je respecte, ça ne veut pas dire que je l'apprécie. Mais je vais dire ça, c'est un gimmick parfaitement de communication qui témoigne d'une méconnaissance de ce qu'est l'armée aujourd'hui. Tout ça n'est pas sérieux. En revanche, ce que vous venez de dire concernant les peines, je veux juste relever quelque chose. Quand on dit que on sait qu'on ne les effectuera pas parce qu'il y a les remises de peine, heureusement qu'il y a les remises de peine. Elles servent à quoi? Elles servent à conserver des gens entre quatre murs, et c'est perspectives de réduction de peine sont liées à leur comportement, sont liées à leur volonté de se réinsérer. Il y a plein d'automatiques. Il y en a énormément qui sont automatiques. Non, ça, je suis tout à fait désolé. Elles sont automatiques pour ceux qui, justement... Attendez, c'est pas facile d'être gardien de prison. Vous êtes en prison comme les autres, sauf que vous rentrez chez vous le soir. C'est tout. C'est la seule différence. Eh bien, ceux-là, allez leur dire qu'il y aura plus de réduction de peine que vous appelez automatique. C'est pas vrai. Non, je pense que je considère qu'il y a effectivement un traitement de la délinquance de tous les jours, celle qui pourrit la vie des Français, qui est totalement défaillant. Je suis d'accord. Il y a ce qu'on appelle le laxisme, c'est peut-être pas le bon mot. C'est vrai. Il n'y a pas la réponse pénale que ça mérite, etc. Je suis tout à fait d'accord. Mais il faut faire attention à ça aussi. Et puis ne pas oublier qu'on est dans des contextes de conventions internationales qui nous imposent un certain nombre de choses. Ah oui, l'encadrement militaire, je peux vous dire que la Convention européenne des droits de l'homme, c'est niette. Donc c'est de la com, donc c'est de la pipe, comme dirait Emmanuel Macron. Exactement. Moi, je reprends ma position, c'est-à-dire que Éric Dupond-Moretti, il est là pour 2 ans. Il va faire des déclarations qui seront assez saisissantes, parfois fracassantes. Et j'attends de voir ce qui réellement va se traduire dans les faits. Non. Et franchement, je pense qu'il y aura une grande différence entre les affichages et la réalité. Oui. Mais je crois qu'il le sait. Et je crois que c'est intégré, mais qu'il fait le job qu'on lui demande de faire, c'est-à-dire parler fort, proposer des choses, et qu'il sait que lorsque va se profiler la campagne présidentielle, qui va démarrer dans 1 an, tout passera à la trappe et qu'il ne se sera pas passé grand-chose. Oui, alors un auditeur nous dit de la parole. Ce n'est pas le rôle de l'armée d'encadrer des jeunes délinquants, sauf s'ils souhaitent s'engager, être envoyés à terme sur les théâtres d'opération afin de défendre la patrie. Mais est-ce que c'est le rôle de l'armée de garder des délinquants? Déjà bien assez de choses à faire comme ça. Et quelqu'un nous dit que ça existe déjà, en fait, ce type d'encadrement. Donc je ne sais pas, les services militaires, je ne sais pas si ça existe déjà, mais en tout cas... Pas à ma connaissance, non, enfin. Ça n'existe plus. Il y avait un système qui permettait le service militaire adapté, SMA. C'est plus aussi élargi que ça l'était précédemment. Allez, on va marquer une pause et puis on continue. On va continuer à parler du gouvernement avec Jean Castex qui peine à imprimer. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio, nous continuons à débattre, à commenter l'actualité. Je voulais revenir sur notre sondage IFOP Fiducial pour Paris Match et Sud Radio. Situation de Jean Castex n'est pas très très bonne. Le soufflet semble retomber puisque le Premier ministre chute nettement auprès des retraités, moins 17 points. Chez les LR, moins 15 points. Il garde
tout de même 54% de bonnes opinions, mais c'est vrai qu'il n'a pas gardé cette impression qui était plutôt très bonne au début, et là, visiblement, il n'imprime pas et il a même du mal à exister. Je ne sais pas si c'est votre sentiment, alors je vais peut-être me tourner vers le spécialiste en communication. Est-ce qu'il a un problème de com Alors, je pense qu'il a d'abord une difficulté, c'est qu'il succède à un Premier ministre qui, dans la dernière partie, en tout cas de son mandat à Matignon, avait plutôt été perçu comme un Premier ministre qui avait fait le job, en tout cas sur la période du déconfinement. Donc c'est toujours compliqué, en l'occurrence. Ensuite, si vous voulez, avec Jean Castex, c'est un produit hybride, en fait, Castex. On nous l'a présenté comme un homme des territoires. C'était comme ça qu'il a été, disons, promu, vendu par Emmanuel Macron et par la majorité de la République En Marche. En même temps, c'est quand même aussi un technocrate. Clairement, toute sa carrière vient, d'une certaine manière, l'illustrer. Il y a un problème avec Castex, c'est que on n'a pas l'impression que c'est un chef de majorité, si vous voulez. Et quand même, un Premier ministre, c'est le chef de la majorité. Et de ce point de vue-là, on a le sentiment qu'il n'habite pas la fonction. Qu'aujourd'hui, il y a une espèce de vide à Matignon. C'est-à-dire que Matignon n'existerait plus. Alors ça a été vrai peut-être par le passé avec d'autres cas de figure, mais là, c'est-à-dire que ça se voit très rapidement. On est au bout de 3 mois. Et donc d'aucuns d'ailleurs parlent d'une stratégie de cressonnisation éventuellement, d'une stratégie en référence à Edith Cresson. Mais ça va assez vite quand même, 3 mois pour perdre autant de crédibilité. Oui, mais alors il y a plusieurs aspects. D'abord, je pense que la gestion aujourd'hui de la situation sanitaire ne fait pas en sorte que Jean Castex soit particulièrement aujourd'hui reconnu comme étant à la hauteur, pour l'instant en tout cas, de la situation. Il y a aussi cet aspect-là qui vraisemblablement plombe pour partie sa cote. Il y a un problème d'autorité, me semble-t-il, d'autorité politique. Oui, il n'est pas chef de la majorité, et surtout quand il essaye de l'être, ça ne marche pas. Quand il y a eu cet affrontement entre Éric Dupond-Moretti et Gérald Darmanin sur le mot ensauvagement, affrontement qui a été rendu public, il a essayé de siffler la fin de la récréation, ça n'a servi absolument à rien. Donc la question qui se pose, c'est est-ce que maintenant les différents ministres du gouvernement ne le court-circuitent pas tout simplement pour aller directement à l'Élysée et valider. C'est la question qui s'est posée. C'est un énorme problème. Dimanche soir dernier. Exactement. Où finalement le ministre de la Santé a été court-circuité avec des informations qui sont sorties dimanche soir, et c'est ce qu'on peut imaginer. Est-ce que le papy et mamie n'a pas été aussi un tournant quand il a dit il faut éviter que papy et mamie aillent chercher les enfants? On se transforme pas dans la vie. C'est difficile de changer complètement de vie. C'est avant tout un technocrate, comme vous le rappeliez. Il a été secrétaire général adjoint de l'Élysée. Ses réflexes, sa vision du pouvoir politique, c'est d'être au service du président de la République comme l'un de ses premiers collaborateurs. Et aujourd'hui, ce qu'on attend d'un Premier ministre, c'est effectivement d'être le patron d'une majorité. Mais il est respecté il n'est pas respecté par les députés non plus. Il n'a pas ce savoir-faire d'échanger avec des politiques qui n'ont pas exactement la vision de technocrate. Et heureusement d'ailleurs. Et en plus, je crois qu'Emmanuel Macron, c'est clairement le dispositif qu'il avait en tête. Il ne veut pas de Premier ministre. Il veut un directeur général des services. Voilà, mais c'est pas sans conséquence. C'est un peu ça. C'est pas sans. Mais Emmanuel Macron parfois ne mesure pas tout à fait les choix qu'il fait. On le disait sur Dupond-Moretti et Darmanin, où il joue un jeu dangereux qui envoie tellement de messages que plus personne n'y comprend rien. Et c'est la même chose avec le choix d'un Premier ministre qui est en fait un super technocrate, mais qui ne dirige pas sa majorité. D'ailleurs, elle s'effrite, elle se divise en plein de petits groupes. Il se met, à mon avis, en très grande difficulté. Moi, je m'en réjouirais, mais pour la prochaine élection présidentielle. Mais il met également Emmanuel Macron en très grande difficulté. Le président de la République se tire une balle de le pied en ayant un Premier ministre aussi faible. C'est un mauvais calcul. Je vais encore faire de la peine à Virginie en étant méchant. Non. En étant méchant, c'est-à-dire que, attendez, la situation, pandémie, tout le monde, enfin, je veux dire, c'est un événement énorme. La crise économique qui arrive, qui angoisse tout le monde. Incontestablement. Enfin, la situation internationale, c'est un peu pareil. Qu'est-ce qui va se passer aux États-Unis, etc. Et on nous a mis à la tête du gouvernement pour succéder à un homme qui avait un certain calibre. On nous a mis quelqu'un qui n'en a aucun. Attendez, il n'est pas bon. Puis c'est tout. C'est aussi simple que ça. Il n'est pas ça ne fait pas de peine parce que c'est ce qu'on a dit.
Non, je veux dire, on cherche il est pas bon. Non, il n'arrive pas à imprimer, etc. Il est mauvais. C'est aussi simple que non, mais il y a un autre problème, c'est-à-dire qu'on nous l'a tellement... Non, mais si vous voulez, il y a un autre problème. On nous l'a tellement présenté... On nous l'a tellement présenté comme un homme de territoire, c'est qu'en fait, on a l'impression plus d'avoir un président de conseil départemental. J'ai le plus parfait respect pour les présidents de conseil départementaux. Mais le président de conseil départemental, je suis désolé, c'est pas un Premier ministre en l'occurrence. Un président de conseil départemental, il connaît le terrain, il est politique. Lui, il est même pas. Il n'est pas du tout politique. Il est élu local quand même. C'est un techno. Maire de Prades. C'est du local, hein. Ça a été une carte de visite qui a été survendue. Son accent de Vic Fezensac et le fait qu'il soit maire de Prades, oui, ça a été survendu parce que quand on voit ses réflexes, sa façon de s'exprimer, même s'il articule très bien, il a un langage qui est vraiment le langage de l'État. Il n'a pas tellement un langage du terrain. Ouais, Catherine nous dit Macron ne voulait pas d'un mec qui lui fasse de l'ombre, comme risquait de lui en faire doudou. Donc c'est Édouard Philippe. Macron veut que les ministres forts balayant droite et gauche, etc. etc. Il n'y a pas d'ombre du tout là. Macron est en première ligne, exposé. Il faut une équipe solide autour de soi pour arriver à préparer une campagne. On est dans un temps de tempête. Exactement. Et le navire, on dit navigue à vue. Un auditeur m'a fait remarquer que quand on navigue à vue, on connaît la mer. Il va y avoir un moment des questions qui vont peut-être se poser, mais il ne peut pas changer de Premier ministre. Tout est possible, hein. Souvenez-vous, François Mitterrand. Alors François Mitterrand était dans une autre perspective, bien évidemment. Il était en fin de carrière politique, avait bien changé de Premier ministre à 9 mois des élections législatives en 1993, remplaçant Madame Cresson par Monsieur Bérégovoy. Donc tout est possible. Mais moi je suis d'accord avec ce que dit Virginie. Ce que dit Virginie est juste. Le Premier ministre sous la Ve République, il a une fonction de tampon pour le Président de la République. C'est à la fois, je reprends une métaphore qui date de la Seconde Guerre mondiale, c'est le glaive et le bouclier aussi d'une certaine manière du président de la République en l'occurrence. Et là, manifestement, ce Premier ministre, finalement c'est un Premier ministre qui a très peu d'expérience politique, il n'a pas de capital politique. Alors si vous voulez, c'est très difficile quand vous n'avez pas de capital politique. Il a de l'expérience politique, il a été encore une fois à l'Élysée. Mais un secrétaire général, c'est pas un chef de majorité. C'est deux choses différentes. Et il y avait un message en plus quand Macron, quand Macron a choisi Castex, il essayait de donner un message à la ruralité, parce que la réalité de ce quinquennat, c'est qu'il y a la ruralité, ce sont les grands oubliés de ce quinquennat, avec énormément de travail qui est fait pour les bobos urbains, excusez-moi, et rien qui est fait pour la France des territoires, qui sont d'ailleurs ceux qui ont le plus souffert qui souffrent le plus de la mondialisation. Donc c'était une image, mais la réalité c'est que la peinture, en dehors de l'accent, il n'y a rien d'autre, et c'est un techno parisien. Et ça a été assez vite en fait. Il n'y avait pas beaucoup de peinture. Pas beaucoup de vernis. On va voir ce que ça va donner dans les jours qui viennent. La difficulté de Emmanuel Macron, c'est qu'il n'a pas de parti. Il a une majorité qui est déchirée et fragile. Et là, il se retrouve avec un Premier ministre qui est en train de dévisser. Franchement, c'est un vrai problème. Ça, je suis d'accord. Macron, c'est plus qu'une marque sans actif. C'est-à-dire qu'il n'a pas de parti, je suis tout à fait d'accord, et il n'a pratiquement pas d'implantation territoriale et d'élus territoriaux. Donc c'est faible. Et dans le même temps. Et en même temps, on dit. Non, justement. Dans le même temps, nous avons un remarquable sondage de l'IFOP sur 1600 personnes inscrites, etc. Meilleur, en termes de qualité technique, meilleur que d'habitude, qui nous le donne bord à bord avec Marine Le Pen. Au premier tour. 25, 26. Et oui. Donc il a son socle solide. Il a un socle président de la République. Il a d'ailleurs le même socle qu'au début du quinquennat. Il a le même socle que pendant le premier tour de 2017. Son bloc élitaire lui est fidèle. Et il a changé simplement de nature, le bloc. Oui, un peu. Sauf qu'on voit pas, effectivement, quand on voit ce qu'on voit et ce qu'on entend ce qu'on entend, comme dirait l'autre. Non, mais c'est vrai que de voir dans le dernier sondage auquel vous faites allusion qu'Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont toujours tous les deux en tête, très loin devant les autres. L'offre politique est assez faible. Elle correspond au clivage qui existe aujourd'hui en France entre ceux qui sont pour une mondialisation qui continue de s'accélérer et qu'incarne Emmanuel Macron, et puis ceux qui considèrent que il y a une solution qui passe par un renforcement du rôle de la France. Voilà, si je peux apporter une nuance. Ils ne forment pas une majorité à eux deux. Pour l'instant, ça fait 50% qui sont partagés entre bloc populaire, bloc élitaire, selon l'expression de Jérôme Sainte-Marie. Et vous avez la moitié de la France qui ne sait pas, qui pour l'instant serait. Voilà, exactement. Et si je peux apporter une petite nuance, il me semble souvenir qu'en 2017, les Français ne voulaient pas du match Nicolas Sarkozy-François Hollande et qu'ils ne l'ont pas eu. Donc là, ils ne veulent
pas du match Macron-Le Pen, je ne sais pas s'ils l'auront, mais les choses sont bien incertaines 2 ans avant. Un petit peu tôt pour en parler. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale du handicap. Personne n'en parle, tout comme la journée mondiale des aidants, dont personne n'a beaucoup parlé. Ce sont des sujets qui concernent beaucoup de gens, beaucoup de nos auditeurs. Et voilà, je voulais rappeler qu'il y a cette journée pour prendre conscience de la vie difficile des personnes en situation de handicap, que les choses progressent, mais que ce n'est pas encore tout à fait ça. Voilà. Merci à vous, merci à tous les 4. Dans un instant, c'est André Berkoff qui sera là avec vous et on vous souhaite un très bon week-end à l'écoute de Sud Radio. Bon week-end et très bonne journée.